Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. La première dame serait en réalité un homme. Depuis l'élection de son mari, Brigitte Macron subit une attaque qui défie le ridicule et le bon sens, mais derrière le grotesque se cache une mécanique bien huilée, réseau d'extrême droite, influenceurs américains, rumeurs virales. On vous explique comment une fake news a pris le monde en otage. Bonjour et bienvenue dans le récap. Nous sommes le lundi 27 octobre et 10 personnes comparaissent aujourd'hui et demain devant le tribunal correctionnel de Paris pour cyberharcèlement sexiste contre Brigitte Macron. Au cœur du dossier, une odieuse rumeur qui colle à la peau de la première dame depuis l'élection de son mari en 2017. Selon cette fable, Brigitte Macron serait née homme et s'appellerait en réalité Jean-Michel Trogneux. Ce mensonge, monté de toutes pièces par les réseaux d'extrême droite française, aurait pu croupir dans les recoins les plus sombres d'Internet s'il n'avait pas été récupéré en 2024 par les réseaux trumpistes américains, transformant cette intox souterraine en théorie du complot à portée mondiale. On fait le point sur l'affaire. Les premières traces de la rumeur remontent donc à 2017, pendant la campagne électorale d'Emmanuel Macron, mais il faudra attendre le 10 décembre 2021 pour qu'elle connaisse son premier coup de projecteur médiatique. À l'origine de ce buzz, Natacha Ray, une ancienne gilet jaune et journaliste autoproclamée, qui relaie l'intox en direct sur YouTube dans une émission de 4 heures animée par une certaine Amandine Roy, qui se dit médium. 4h35. De démonstrations absurdes, où Natacha Ray prétend révéler les résultats d'une enquête qui se fonde principalement sur des photos glanées sur Internet. La forme du visage, c'est une forme de visage spécifique à la jante masculine. Et cette forme de visage-là, avec ses caractéristiques, n'existe pas chez les femmes. On voit bien que... Enfin pour moi, on voit bien que c'est pas une vraie femme, que c'est un homme tant bien que mal déguisé en femme. Alors très certainement opéré. Je suis même sûre qu'il y a eu opération. C'est un transsexuel. Aussitôt, Xavier Poussard, le directeur de publication de la revue Faits et Documents, bien connu des sphères d'extrême droite, y voit une occasion en or d'en faire ses choux gras. Il transforme donc la rumeur en une grande saga. Il lui consacre 13 épisodes entre 2021 et 2024 et tisse patiemment un récit encore plus rocambolesque qu'à l'origine, c'est dire. Selon lui, Brigitte Trogneux aurait existé, mais elle serait mystérieusement disparue jeune, laissant le champ libre à son frère Jean-Michel pour devenir une femme et revêtir l'identité de la défunte. Pour donner le vernis du sérieux à son scénario absurde, il publie des photos de Brigitte adolescente et de son frère, prétendant les avoir analysées avec un logiciel chinois de reconnaissance faciale. Bref, vous avez compris, on nage en plein délire, au point où en 2022, Brigitte Macron est obligée de réagir. C'est-à-dire, au début, j'ai regardé ça d'un petit peu loin, j'en entendais parler, mais bon. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'ils étaient en train de bouleverser ma généalogie. Comment ça ? C'est-à-dire, ils avaient changé mon arbre généalogique. C'est-à-dire, les 3/4 de la famille, c'était bien. Puis d'un seul coup, on arrive à mon frère, je suis mon frère. Et là, on touche à la généalogie de mes parents. Et là, c'est impossible. Quand vous dites qui sont ces gens ? Il y a 3 niveaux. Le premier niveau, ce sont les émetteurs. En l'occurrence, là, ce sont des femmes. Des émetteurs qui me poursuivent apparemment depuis longtemps. Je ne sais pas, je n'y vais pas. Ensuite, il y a ceux qui relaient et qui amplifient. Et ensuite, il y a bien évidemment les hébergeurs. Et moi, si je n'y vais pas, si je ne fais rien, alors que ça fait 4 ans que je suis contre le harcèlement, je ne suis pas audible. Mais tout ce battage finit par attirer les charognards de l'intox. En 2023, Xavier Poussard se rapproche d'un personnage sulfureux, Aurélien Poisson-Atlan, qui sévissait sur X sous le pseudonyme Zoé Sagan, jusqu'à la suppression de son compte en juillet 2024. Ancien publicitaire, il s'est fait un nom en ligne grâce à ses provocations et à ses contenus complotistes. C'est d'ailleurs lui qui a notamment diffusé des vidéos privées à caractère sexuel de l'ancien élu Macron.
macroniste Benjamin Griveaux. Alors durant l'été 2023, ce même publicitaire publie une série de tweets virulents autour de l'affaire Trogneux, attisant la rumeur auprès de milliers de ses followers. Selon la journaliste Emmanuelle Anison, autrice du livre L'affaire Madame, anatomie d'une fake news, Poussard et Sagan ont un objectif, que leur théorie soit reprise par les milieux complotistes américains, beaucoup plus puissants. La cellule investigation de France Info s'est entretenue avec Xavier Poussard cet été. Pour lui, c'était une forme de défi, une boutade, je le cite. Les deux comparses rêvent d'être retweetés par Elon Musk. En vain, les torrents de boue déversés sur X ne suffisent pas à traverser l'Atlantique. Alors ils choisissent une autre stratégie, s'adresser directement au réseau trumpiste via un communiqué. Et en fin connaisseurs de la complosphère, ils agitent tous les chiffons rouges en leur possession, à savoir la reconnaissance faciale et une sombre affaire de dossiers classifiés du FBI concernant la vie privée d'Emmanuel Macron. Rien de tel pour faire saliver les collectionneurs de fake news. Aujourd'hui, droite et gauche, on voit bien que le vrai problème, c'est l'extrême centre. On a vu, qui est d'ailleurs extrême dans le sens de la violence, parce que qui a estropié les gilets jaunes, c'est pas l'extrême droite. Qui a éborgné les gilets jaunes, c'est pas l'extrême droite. Donc qui a fait des sujets, parce que non seulement les gilets jaunes, on les a éborgnés, estropiés, amputés, mais en plus on les a diffamés, on les a dénigrés, c'est l'extrême centre. La violence aujourd'hui, elle est du côté de Macron, c'est bien pour ça qu'il est à 18% d'opinion favorable max, sans doute moins. Oui, Brigitte a été opérée à l'hôpital américain de Neuilly par le spécialiste européen de la féminisation du visage masculin. Les Français ont le droit de savoir ça. Et cette info a été supprimée. Donc ça, c'est factuel. C'est factuel. Bon, t'as un deuxième point. Excuse-moi, voilà, encore une fois, soyons très rigoureux. C'est clairement pas suffisant pour conclure. On est d'accord. Tout à fait. Mais encore une fois, la sauce ne prend pas. Et contre toute attente, c'est une déclaration d'Emmanuel Macron lui-même qui va mettre le feu aux poudres outre-Atlantique. Nous sommes le 8 mars 2024 et le président évoque pour la première fois ces rumeurs à l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes. Je pense que les pires des choses, c'est les fausses informations et les scénarios montés avec des gens qui finissent par y croire et qui en fait vous bousculent, y compris dans votre intimité, parce que j'en dirai pas plus. Vous pensez aux personnes qui disent que votre femme est un homme? Oui, c'est ça. Oui. On a quand même des fadas. Ça vous blesse, vous, en tant qu'homme? Bien sûr. Comment vous faites? D'abord, je réagis et je dénonce et je ne laisse pas passer. Et je m'indigne, et je pense, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai un mot auquel je tiens et je le dis à chaque fois qu'on parle de ces combats. Le combat féministe, ce n'est pas un combat des femmes, c'est un combat des hommes et des femmes. Parce que ça nous touche tous. Il n'y a pas une société qui vit dans la dignité s'il n'y a pas d'égalité. La prise de parole est reprise par l'AFP et ne tarde pas à tomber sous les radars de l'influenceuse trumpiste Candace Owens. Proche de Charlie Kirk et figure incontournable de l'extrême droite américaine, elle s'empare aussitôt de la rumeur et avec ses quelques 7 millions d'abonnés sur X et plus de 5 millions sur YouTube, où ses vidéos totalisent plus de 700 millions de vues tout de même, son relais propulse l'affaire à l'échelle internationale. Et elle ne fait pas dans la demi-mesure, dénonçant, je la cite, potentiellement le plus gros scandale politique de l'histoire de l'humanité. Brigitte Macron was actually born Jean-Michel Trogneux. That is the person that you are seeing in this photo here on the far left. I would stake my entire professional career on the fact that Brigitte Macron, the current First Lady of France, was born a man. Quelques mois plus tard, en juillet 2024, un événement international remet une pièce dans le jukebox complotiste. Il s'agit des Jeux Olympiques de Paris, et plus particulièrement la cérémonie d'ouverture, dont on se souvient combien elle a défrisé les réacs du monde entier. Selon Xavier Poussard, cet épisode des Jeux Olympiques a convaincu Candace Owens de passer à la vitesse supérieure. Toujours auprès de la cellule investigation de France Info, ce dernier déclare « C'est l'élément déclencheur, je reçois des mails des États-Unis de personnes qui veulent se procurer mes articles en anglais. On se dit alors qu'il nous faudra un contenu pour le public américain. La machine est lancée. Pendant tout l'été 2024, le français et l'américaine travaillent à leur mise en scène et quelques mois plus tard, le projet devient concret. Le 31 janvier 2025, Candace Owens lance Becoming Brigitte, premier épisode d'un feuilleton de 8 vidéos, aussi explosives que mensongères, suivi
suivi le 5 février par le livre du même nom, signé Xavier Poussard, sur lequel on peut lire en couverture « Candace Owens présente une enquête de Xavier Poussard ». Les réseaux sociaux s'embrasent quasiment instantanément. La rumeur est désormais solidement implantée aux États-Unis. En quelques semaines, l'affaire entre dans le top 3 des théories du complot, avec 1 milliard de vues rien que dans les pays francophones. C'est un véritable raz-de-marée amplifié par les influenceurs MAGA, issus de la mouvance trumpiste, déjà notoirement perméable à la transphobie la plus crasse. It's your body. My choice. And men, women again. Men win again. Ton corps, mon choix. Tout le monde dit que Candace est une haineuse. Mais c'est l'inverse. Elle a dit qu'elle pariait sa crédibilité sur l'affaire de Brigitte et sa crédibilité sur le fait que ça soit un homme. Je lui disais, Candace, je t'aime, mais bon, c'est de la folie. Et en fait, elle avait complètement raison. Le couple Macron a décidé de riposter sur le terrain judiciaire après que Natacha Ray et Amandine Roy, la gilet jaune et la médium, ont pris la parole sur YouTube en 2021. Brigitte Macron et son frère ont porté plainte pour diffamation. Ils ont d'abord obtenu une condamnation en 2024. Les deux femmes ont été condamnées à payer une amende de 500 € et à verser plusieurs milliers d'euros de dommages et intérêts. Mais elles ont été relaxées en appel en juillet dernier. La Cour a jugé que ce n'est pas diffamatoire d'accuser quelqu'un d'être trans, en précisant que cette relaxe ne signifie pas que les prévenus avaient raison, mais simplement que leurs propos ne constituent pas à ce jour une infraction pénale, une décision actuellement contestée en cassation par la Première Dame. Reste que les 10 prévenus français jugés ces 27 et 28 octobre pour cyberharcèlement sexiste envers Brigitte Macron s'exposent à jusqu'à 2 ans de prison pour avoir relayé et amplifié sur les réseaux sociaux la rumeur selon laquelle la Première Dame serait une femme transgenre. Le couple Macron a également contre-attaqué aux États-Unis. Fin juillet, les époux ont déposé une plainte en diffamation contre Candace Owens. Ils dénoncent une campagne d'humiliation planétaire qui aurait nui à leur relation avec des alliés politiques potentiels et réclament des dommages et intérêts à titre exemplaire. Auprès de la BBC, l'avocat américain du couple présidentiel a déclaré que si le malaise que Brigitte Macron ressent à l'idée de s'exposer ainsi est le prix à payer pour établir la vérité, elle est prête à le faire à 100%. Alors cet avocat, Tom Clare, n'est pas n'importe qui. Nos confrères de Off Investigation ont beaucoup enquêté sur l'affaire. Ces derniers nous informent que le cabinet spécialisé dans les procès en diffamation coûteux et prolongés contre les médias américains a notamment défendu des oligarques russes sous sanction, Sarah Palin ou encore la famille Sackler, tenue responsable de la crise des opioïdes. Il rapporte les propos du New York Times qui estime que leur méthode n'est pas de débattre, mais de menacer et de harceler les journalistes pour prévenir la publication d'articles gênants, une approche que le couple présidentiel semble donc juger efficace. Pour compléter l'arsenal, les Macron se seraient également offert les services de la société de renseignement Nardello & Co, composée d'anciens espions anti-Trump issus du FBI et de la CIA, pour enquêter sur Candace Owens et ses réseaux. Cette opération combine ainsi avocats aguerris et enquêteurs d'élite, un dispositif évidemment rarissime pour une affaire de diffamation sur les réseaux sociaux, révélant l'ampleur de la riposte du couple présidentiel face à une infox à résonance planétaire. Au bout du compte, ce feuilleton crasse autour de la prétendue transidentité de Brigitte Macron est la preuve éclatante de jusqu'où une rumeur absurde peut voyager quand les réseaux bien rodés s'en emparent. Depuis le premier mandat de son mari, Brigitte Macron est la cible d'attaques récurrentes et éminemment sexistes qu'il convient de dénoncer. Si à travers elle, c'est Emmanuel Macron qui est visé, il existe pourtant 1000 faits politiques concrets pour le faire sans s'en prendre à sa femme. Et si c'est vraiment Brigitte Macron que l'on veut
preuves visées, il serait bien plus pertinent et infiniment moins ridicule de pointer sa relation avec son jeune élève alors qu'elle était sa prof de français et avait 24 ans de plus que lui, plutôt que de propager des rumeurs grotesques sur sa prétendue véritable identité. D'ailleurs, à ce sujet, nous vous recommandons de voir ou revoir les enquêtes de nos confrères de Off Investigation sur leur chaîne YouTube. Cette affaire autour de Brigitte Macron illustre aussi et surtout l'incroyable puissance de l'extrême droite numérique. Une nouvelle fois, elle se montre capable de transformer une rumeur absurde en tsunami mondial, en manipulant massivement l'opinion et en exploitant les obsessions identitaires d'une partie de la population à des fins politiques. Dans cette guerre de l'information, le réflexe citoyen le plus vital reste simple, vérifier avant de partager. Et on passe à un bien triste anniversaire, celui de la mort de Zied Benna et Bouna Traoré, il y a tout juste 20 ans. À Clichy-sous-Bois, le souvenir reste tenace. À 15 et 17 ans, ces deux adolescents sont morts électrocutés dans un transformateur EDF après avoir fui la police, déclenchant 3 semaines de révolte urbaine contre le racisme et l'impunité policière. Avec eux, un troisième adolescent, Muhitine, a survécu mais gravement brûlé et marqué à vie. Aujourd'hui, une cérémonie a été organisée devant le collège Robert Doisneau où ils étaient scolarisés. Nos journalistes Lydia Ménez et Andrei Manivit étaient sur place. Ils ont pu s'entretenir avec Samir Mihi, enseignant et fondateur de l'association Au-delà des mots. Aujourd'hui, on est là pour commémorer la mémoire de Zied et Bouna pour les 20 ans. Donc, comme chaque année, on se réunit devant la stèle pour leur rendre hommage et revenir un peu sur le drame qui s'est produit le 27 octobre 2005. Moi, je trouve que c'est important d'être là pour pas qu'on oublie l'histoire, pour pas que ça se répète, même s'il y a quand même du chemin à faire. Et moi, je trouve que c'est beau de voir qu'il y a quand même des gens, 20 ans après, qui sont réunis pour cette cause, qu'on en parle quand même, parce qu'il y a plein de choses comme ça qui arrivent et qui sont un peu oubliées et mis de côté. Après cet acte-là, il y a eu des actes de rébellion et ça a vraiment chamboulé un peu tout le pays. Et je trouve que c'est dommage parce qu'on devrait plus être unis parce qu'on partage tous quelque chose en commun, on habite tous en France, on a tous ça en commun et ça a plus fragilisé, ça a encore plus créé de la peur entre les forces de l'ordre et les citoyens. Donc moi je trouve que c'est vraiment dommage. Du coup on ne se sent pas forcément en sécurité, même si c'était 20 ans après, on espère quand même qu'il y a des choses qui vont changer parce qu'il y a beaucoup d'années qui vont passer, mais ça se répète quand même assez souvent, pas forcément à Clichy, dans beaucoup d'autres endroits il y a des abus policiers, des violences, etc. 20 ans après, le constat, et je pense que dans nos quartiers, c'est toujours le même. On a beau changer l'habitat, on a beau désenclaver Clichy-sous-Bois, le constat est toujours le même. C'est que la problématique, c'est la problématique humaine sur laquelle on ne s'est pas trop attardé. Donc on a toujours des problèmes de discrimination, que ce soit au logement ou à l'embauche, mais surtout à l'emploi, qui ne permet pas justement aux habitants de ces quartiers-là de pouvoir s'épanouir socialement. Donc toujours vivre soit dans la précarité, soit à travers les minima sociaux. Et ce n'est pas ce qu'on souhaite pour nos quartiers, justement. Depuis ce drame, 562 personnes sont mortes lors d'interactions avec la police, dont un tiers lors d'un contrôle de police, selon un décompte de nos camarades de Bastamag. Ces dernières années, la France a été épinglée à 3 reprises par l'ONU comme le pays européen ayant le plus grand nombre de personnes tuées ou blessées par des agents de la force publique. L'affaire du meurtre de Naël, tué par un tir à bout portant, rappelle tragiquement pourquoi certains jeunes continuent de fuir les forces de l'ordre. Aux médias, nous avons décidé de dédier notre quotidienne Toujours debout à ce sujet. Vous pouvez retrouver cette émission sur le canal 165 de Free, sur Molotov et nos chaînes YouTube ainsi que le site internet. En ce 27 octobre, nous avons également une pensée émue pour Rémi Fraisse, le jeune militant écologiste mort dans la nuit du 25 au 26 octobre 2014. C'était lors d'affrontements entre les manifestants opposés à la construction d'un barrage à Sivins dans le Tarn et des gendarmes mobiles chargés du maintien de l'ordre. Il n'avait que 21 ans. Pour rappel, le 27 février dernier, 11 ans après sa mort, la Cour européenne des droits de l'homme avait alors rappelé que la France violait le droit à la vie des manifestants. La grenade qui a tué Rémi Fraisse, dite OFF1, a été jugée utilisée dans des conditions insuffisamment encadrées, exposant les manifestants à un danger mortel. La Cour pointe également des défaillances dans la chaîne de commandement et l'organisation
l'organisation des opérations. C'était alors la première fois que cette juridiction condamnait la France sur le maintien de l'ordre lors d'une manifestation. Elle met fin à plus de 10 ans d'absence de condamnation de fond après que l'enquête judiciaire s'était soldée par un non-lieu définitif et que la justice administrative avait reconnu en 2023 la responsabilité civile de l'État. Une autre mobilisation s'est tenue ce week-end à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Les salariés de l'aéroport, syndicats et militants se sont rassemblés pour dénoncer les livraisons françaises d'armes et de composants militaires à Israël. La préfecture avait interdit la manifestation, mais elle s'est transformée en rassemblement dans le hall de l'aéroport avec banderoles et slogans. Notre journaliste Amina Kalash était sur place. On regarde. L'idée, c'est de mobiliser les travailleurs, notamment les travailleurs de la plateforme aéroportuaire, parce qu'on les instrumentalise, on leur fait livrer des armes à l'insu de leur plein gré, là, pour prendre une phrase populaire, à l'insu des travailleurs, ils livrent du matériel militaire à destination d'Israël. Voilà, donc on est là pour interpeller les autorités, pour dire un certain nombre de vérités et pour dire que nous ne l'acceptons pas, que nous prenons date, c'est une première action, mais on continuera tant que ce double discours du gouvernement français sera à l'œuvre. Camarades, travailleuses, travailleurs, syndicalistes, amis solidaires venus de toute la France. Si nous sommes rassemblés aujourd'hui ici à Roissy-Charles de Gaulle, c'est parce que nous refusons que nos lieux de travail soient utilisés pour nourrir la guerre et la mort. Depuis trop longtemps, nous voyons passer sous nos yeux, dans les entrepôts, sur les pistes, dans les soutes, des cargaisons dites sensibles, des composants électroniques, du matériel à double usage, parfois classé secret défense. Mais nous savons ce qu'il en est. Nous savons que ces cargaisons finissent dans les mains de l'armée israélienne, une armée qui bombarde des hôpitaux, des écoles, des camps de réfugiés, qui enferme un peuple tout entier derrière des murs. Et pendant ce temps, le gouvernement français ferme les yeux. Pire encore, il fait taire celles et ceux qui dénoncent ces complicités. Bravo. Nous exigeons l'arrêt total des livraisons d'armes et du transit de tout matériel militaire ou à double usage vers Israël. C'est une exigence morale, politique et humaine. Rappelons que cette manifestation fait suite à plusieurs vols récents depuis Roissy, dont des livraisons effectuées jeudi 23 octobre. Selon le collectif BDS, des composants électromécaniques fabriqués par l'entreprise française Cermat ont été envoyés à l'entreprise israélienne Elbit Systems sur 2 sites à Haïfa et à Kermiel, servant à équiper des drones et des avions de combat utilisés dans les bombardements à Gaza. Il s'agissait de la 3e livraison depuis un aéroport français en une seule semaine. Une situation largement dénoncée par le collectif Stop Arming Israël. Une de ses militantes, Laura, était d'ailleurs sur le plateau du Journal des Luttes ce midi. Nous, on est un collectif qui travaille sur le commerce d'armement avec Israël depuis le début de cette offensive génocidaire. On s'est créé pour répondre à un appel des syndicats palestiniens qui demandent aux travailleurs et aux militants du reste du monde de lutter contre ce commerce qui est quand même crucial dans le génocide qui se déroule. Et donc dans ce cadre-là, on a voulu faire des recherches pour comprendre ce commerce d'armement avec Israël. On a publié différents documents, un rapport sur les entreprises qui participent à ce commerce et notamment donc en juin dernier, un rapport avec d'autres collectifs où on a analysé les données publiques publiées par le gouvernement israélien, l'autorité fiscale israélienne. Des chiffres officiels que vous avez trouvés, qui étaient publics. Voilà. Publiés par Israël lui-même, qui dit que presque tous les mois, il y a des composants qui rentrent dans la catégorie douanière armes de guerre, composants d'armes de guerre, qui sont livrés de la France vers Israël. Et ça part des ports comme des aéroports, et ça arrive dans les ports comme les aéroports israéliens. Alors, est-ce que tu peux nous préciser quel type de matériel militaire la France livre à Israël ? Donc oui, la France, effectivement, comme n'arrête pas de nous le dire Sébastien Lecornu, ne vend pas d'armes à Israël dans le sens où on ne vend pas des avions de combat, on ne vend pas des chars, mais la France vend des composants qui servent à construire des armes. Et donc on ne parle pas de composants qui vont aller dans des choses qui ne servent à rien à Gaza, on parle de composants qui peuvent, donc comme tu l'as dit, des composants de maillons qui servent aux munitions de fusils mitrailleurs qui sont utilisés à Gaza. On parle de composants de drones, par exemple des radars qui servent à ces drones à se repérer dans le ciel, et donc c'est les mêmes drones qui ciblent et qui bombardent à Gaza. On parle de roulements qui servent à déplacer les chars. Donc c'est systématiquement des pièces qui servent à des armes offensives. Et le gouvernement se cache derrière la nomination de composants pour dire qu'on ne vend pas d'armes à Israël, de composants non létaux. Il nous dit donc effectivement le
Le transpondeur tout seul ne tue pas, mais il est équipé sur un drone qui, lui, va tuer des Palestiniens à Gaza. Alors, quelles sont les entreprises françaises qui sont impliquées dans ces transferts? Il me semble que vous avez Stop Arming Israel a déjà publié une première salle avec le nom d'entreprise. Et dans quelques jours, il y aura le nom d'autres entreprises. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont concernées. En fait, ça va vraiment de la PME de quelques dizaines de salariés à des multinationales françaises de l'armement bien connues. Donc, par exemple, dans ces multinationales, on a Thales, on a Safran, on a Dassault qui participent au commerce d'armement de près ou de loin. Un entretien à retrouver sur notre nouvelle chaîne YouTube dédiée au direct et au replay, le Média 24/7. Et on poursuit avec une nouvelle un peu plus réjouissante. En Irlande, la gauche radicale a remporté la présidentielle. Catherine Connolly, candidate indépendante soutenue par les principaux partis d'opposition de gauche, a remporté l'élection avec plus de 63% des voix. Une victoire nette et historique, même si la fonction reste avant tout symbolique. Le président irlandais n'exerce pas le pouvoir, mais incarne l'unité et l'esprit du pays. Et c'est bien là tout le sens de ce vote. Âgée de 68 ans, Connolly porte une vision progressiste, féministe et pacifiste. Elle défend la neutralité militaire de l'Irlande, s'oppose à toute hausse des dépenses de défense et rappelle que son pays, partenaire de l'OTAN, mais non membre, doit rester fidèle à sa tradition de non-alignement. Catherine Connolly est également une militante pro-palestinienne qui a activement soutenu la reconnaissance de l'État palestinien par l'Irlande en 2024, une cause profondément ancrée dans la société irlandaise, où beaucoup voient dans la lutte des Palestiniens un écho à leur propre histoire d'occupation et de résistance face à l'armée britannique. Mais cette victoire de la gauche s'inscrit dans un contexte social et politique tendu. Ces dernières semaines, plusieurs attaques de l'extrême droite contre des centres d'hébergement de migrants ont secoué le pays, alimenté par l'instrumentalisation d'un fait divers. En fin de campagne, une vidéo truquée et générée par intelligence artificielle, un deepfake dans lequel elle annonçait son retrait, a circulé sur les réseaux sociaux. Il aura fallu plus de 12 heures à Meta pour la supprimer. Selon la chercheuse Alexandra McLennan, spécialiste de l'Irlande, interrogée par nos confrères de Mediapart, cette élection marque la continuité d'une tradition. Un président plutôt à gauche, symbole de valeurs sociales et culturelles, face à un gouvernement de centre-droit chargé de la gestion économique. Mais le pays reste traversé par de fortes tensions, crise du logement, inflation, système de santé saturé et inquiétudes liées à l'immigration récente. Dans ce contexte, son élection ne bouleversera pas la politique du gouvernement, mais elle envoie un signal clair, celui d'une population qui, face à la peur et à la xénophobie, choisit la dignité, la paix et la solidarité. Une victoire avant tout symbolique donc, mais dans une Europe gagnée par les droites dures et les alliances entre extrême droite et libéraux, c'est le genre de symbole qui redonne un peu le sourire. Et pendant ce temps-là, en Argentine, une moins bonne nouvelle nous arrive. Les électeurs ont choisi de redonner les clés à l'extrême droite ultra-libérale. Le président Javier Milei et son parti ont obtenu 40,7% des voix aux élections législatives de mi-mandat. C'était hier, dimanche 26 octobre. Cette victoire permet à Milei de quasiment tripler ses sièges au Parlement et au Sénat, renforçant sa capacité à poursuivre ses réformes radicales, dérégulation du marché du travail, réduction des protections sociales et poursuite d'un modèle économique qui favorise les plus riches. La participation, seulement 67,9%, souligne le désenchantement d'une population déjà frappée par l'inflation et le chômage. Le président s'est, lui, félicité de ce succès, affirmant que c'est la confirmation de son mandat de 2023 pour avancer sur la voie réformiste, je le cite. Donald Trump a immédiatement salué la victoire et rappelé l'aide américaine promise, 40 milliards de dollars pour stabiliser le peso, révélant la dépendance totale de l'Argentine à Washington. Depuis 2023, Milei s'arroge le mérite d'avoir réduit l'inflation, mais plus de 200 000 emplois ont été détruits, l'activité économique stagne et 80% des Argentins gagnent moins de 600 € par mois. Derrière la façade d'une réussite économique, c'est en fait une fracture sociale massive qui s'aggrave au bénéfice d'une minorité. Et si ce sujet vous intéresse, je vous invite à retrouver sur notre chaîne YouTube Le Média 24/7 l'entretien de mon collègue Irvine Magie avec la sociologue Maricel Rodriguez Blanco.
Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et souvenez-vous, il y a un peu plus d'1 an, le média a été auditionné par l'Arcom pour investir la TNT. Mais plutôt qu'une chaîne libre et indépendante comme la nôtre, l'Arcom a préféré le projet du milliardaire Daniel Kretinsky. Et aujourd'hui, de nouveaux canaux se libèrent, à la fois sur la TNT nationale et sur la TNT francilienne, avec ses quelques 12 millions de téléspectateurs potentiels. Et le média compte bien y candidater si l'Arcom en décide ainsi. Et comme toujours, nous porterons un projet commun avec nos camarades médias indépendants qui le désirent. Alors si ce projet vous intéresse et que vous voulez nous soutenir, signez et faites signer notre pétition sur tntdesindés.fr. Et si vous voulez nous aider à produire une information libre et indépendante, n'hésitez pas à vous abonner aux médias ou à faire un don sur notre site internet ou simplement à en parler autour de vous et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, en attendant la TNT, retrouvez-nous sur nos 2 chaînes YouTube, Le Média et Le Média 24/7 pour ne rien rater de nos programmes. Très bonne soirée sur Le Média.